Une étoile est en train de mourir à cet instant précis, quelque part dans le bras de Persée, et rien dans l'univers ne pourra jamais rembobiner ce qui lui arrive. Son cœur a brûlé pendant 9 millions d'années. Il a transformé l'hydrogène en hélium, l'hélium en carbone, le carbone en oxygène, puis en néon, en silicium, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une sphère de fer au centre. Et le fer ne brûle pas. À partir de cette seconde, tout bascule. Le noyau s'effondre à près d'un quart de la vitesse de la lumière. La matière se comprime jusqu'à ce qu'une cuillère à café de cette substance pèse autant qu'une montagne entière. L'onde de choc remonte, déchire les couches externes, et pendant quelques semaines, cette étoile brille plus fort que les 100 milliards d'astres de sa galaxie réunis. Voilà maintenant le détail que presque personne ne remarque. Cette explosion ne se produira jamais à l'envers. Les débris ne reviendront pas. Le fer ne redeviendra pas silicium. Les 9 millions d'années de patience nucléaire ne seront jamais rejouées dans l'autre sens. Et pourtant, si vous ouvrez le carnet de n'importe quel physicien et que vous regardez les équations qui décrivent chaque atome de cette explosion, une par une, aucune d'entre elles ne vous dira pourquoi. Si cette histoire vous prend, laissez un like et abonnez-vous, cela compte énormément pour nous. Parce que c'est là que se cache l'une des anomalies les plus dérangeantes de toute la physique moderne. Les lois fondamentales qui gouvernent la matière, celles que nous avons testées avec une précision de 15 décimales, celles qui ont prédit l'existence de particules avant qu'on ne les trouve, ces lois-là sont parfaitement symétriques dans le temps. Elles fonctionnent aussi bien en avant qu'en arrière. Filmez la collision de deux protons, passez le film à l'envers, montrez-le à un spécialiste, il ne pourra pas vous dire dans quel sens vous l'avez projeté. Rien dans les mathématiques ne préfère un sens à l'autre. Rien n'interdit au passé et au futur d'échanger leur rôle. Et pourtant, vous n'avez jamais vécu une seule seconde à l'envers. Pas une. Pas par accident. Pas dans un rêve. Pas dans une expérience de laboratoire. Pas dans le coin le plus reculé de l'univers observable. Cette contradiction a un nom parmi ceux qui l'étudient. On l'appelle le problème de la flèche du temps. Et ce qui rend l'affaire si troublante, ce n'est pas qu'elle soit obscure ou marginale, c'est qu'elle se trouve exactement au centre de tout ce que nous croyons comprendre. Ce n'est pas une fissure au bord de la carte, c'est un trou au milieu. Commençons par un endroit très concret, très banal, très éloigné des étoiles mourantes. Une usine du milieu du 19e siècle, remplie de vapeur, de bruit et d'ingénieurs frustrés. Parce que le premier homme à mettre le doigt sur ce mystère ne cherchait absolument pas à comprendre le temps. Il cherchait à comprendre pourquoi les machines gaspillaient autant. À cette époque, la vapeur est le moteur du monde. Elle tire les trains, elle actionne les métiers à tisser, elle pompe l'eau des mines. Et tout le monde a remarqué le même phénomène agaçant. Quelle que soit la qualité de fabrication, quelle que soit la précision des pistons, une machine ne rend jamais tout ce qu'on lui donne. Une partie de l'énergie disparaît toujours sous forme de chaleur inutile. Elle s'échappe dans les parois, dans l'air, dans le métal. On la perd, on ne la récupère jamais. Les ingénieurs pensaient qu'il s'agissait d'un défaut technique, d'un problème de frottement, d'étanchéité, de matériaux. Améliorez la fabrication, réduisez les pertes, et un jour, vous atteindrez la perfection. Un physicien allemand a démontré que cette perfection était interdite. Pas difficile, pas coûteuse, interdite. Il s'appelait Rudolf Clausius, et son intuition a été de traiter la chaleur perdue, non pas comme un accident, mais comme une quantité mesurable, une grandeur aussi réelle que la masse ou la vitesse. Il l'a formalisée dans les années qui ont suivi 1850, et en 1865, il lui a donné un nom, construit à partir d'un mot grec qui signifie transformation. Il l'a appelé l'entropie, et il a énoncé quelque chose qui, à l'époque, ressemblait à une simple règle de comptabilité industrielle. Dans un système isolé, cette quantité n'a jamais diminué. Jamais, pas une seule fois, dans aucune expérience, dans aucune condition connue. Personne, sur le moment, n'a compris ce qui venait d'être écrit. Clausius croyait décrire des chaudières. Il venait en réalité de décrire la vieillesse, la mémoire, la mort des étoiles et la structure entière du futur. Il a fallu attendre une vingtaine d'années et un physicien viennois pour que la véritable étrangeté apparaisse. Cet homme s'appelait Ludwig Boltzmann, et il a posé une question que personne n'avait osé formuler aussi crûment. Pourquoi ? Pourquoi l'entropie augmente-t-elle ? Qu'est-ce qui, dans le comportement des atomes, force ce sens unique ? Sa réponse a changé la physique,
et elle est d'une simplicité presque insultante. Imaginez un tiroir dans lequel vous rangez 50 pièces de monnaie. Si vous les secouez, il existe un nombre gigantesque de façons pour ces pièces d'être dispersées en désordre, et un nombre minuscule de façons pour qu'elles se retrouvent alignées en une colonne parfaite. Le désordre n'est pas une force, ce n'est pas une puissance qui pousse. C'est simplement qu'il y a infiniment plus de manières d'être en désordre que d'être en ordre. Boltzmann a montré que l'entropie n'était rien d'autre que le décompte de ces manières, le nombre d'arrangements microscopiques des particules qui produisent le même aspect global. Un gaz réparti uniformément dans une pièce correspond à un nombre inimaginable de configurations possibles. Ce même gaz, concentré dans un coin de la pièce, correspond à un nombre ridiculement plus petit. Les deux situations sont autorisées par les lois du mouvement. L'une est simplement écrasée en nombre par l'autre. C'est ce que fait l'univers, en permanence, partout. Il ne cherche pas le désordre. Il tombe simplement, à chaque instant, dans les états les plus nombreux. Et à partir de cette idée, tout se met à s'expliquer d'un coup. Pourquoi le café refroidit et ne se réchauffe jamais tout seul? Pourquoi la fumée se disperse mais ne rentre jamais dans l'allumette? Pourquoi un nuage de gaz interstellaire peut s'effondrer en étoile, mais pourquoi une étoile ne se reconstitue jamais en nuage? Pourquoi les traces de pas sur une plage disparaissent alors qu'aucune vague n'a jamais sculpté une empreinte parfaite par hasard? Boltzmann a gravé cette relation entre le désordre et le comptage dans les fondations mêmes de la physique statistique, et elle est devenue si centrale qu'on l'a plus tard inscrite sur sa pierre tombale. Mais voilà où l'histoire devient inconfortable, et où la première fissure apparaît. Si l'entropie augmente uniquement parce que les états désordonnés sont plus nombreux, alors la deuxième loi de la thermodynamique n'est pas une loi au sens strict, c'est une statistique. C'est une tendance écrasante, mais ce n'est pas une interdiction. Les lois du mouvement n'empêchent absolument pas la fumée de rentrer dans l'allumette. Elles rendent simplement cet événement si improbable qu'on pourrait attendre 1000 milliards de fois l'âge de l'univers sans jamais l'observer. Improbable, cependant, n'est pas impossible. Et cette distinction, qui semble être un détail de vocabulaire, va devenir le nœud de tout ce qui suit. Parce qu'un ami de Boltzmann, un collègue viennois, qui ne cherchait pas du tout à le contredire, s'est assis un jour devant ses calculs et a remarqué quelque chose qui aurait dû arrêter net le développement de la physique. Son nom était Joseph Loschmidt. C'était un homme discret, méticuleux, qui avait passé sa carrière à mesurer les propriétés des molécules avec une patience obsessionnelle. Il admirait Boltzmann. Il voulait l'aider à consolider sa théorie, pas la démolir. En 1876, il a fait un exercice de pensée d'une simplicité désarmante. Prenez n'importe quel système physique en train d'évoluer vers l'équilibre. Un nuage de gaz qui se disperse, un fragment de météorite qui refroidit dans le vide, une supernova qui projette ses cendres dans l'espace. Maintenant, arrêtez le temps par la pensée et inversez la direction de chaque particule, une par une, sans rien changer d'autre. Chaque atome repart exactement en sens inverse, à la même vitesse. Que se passe-t-il? Les lois du mouvement autorisent parfaitement ce nouveau système. Il n'y a aucune violation, aucune tricherie. Chaque collision reste valide. Et pourtant, ce système va faire quelque chose de monstrueux. Il va se démélanger. L'entropie va diminuer. Les cendres de la supernova vont converger. Le gaz dispersé va se rassembler. Le désordre va se défaire. Loschmidt a présenté cette objection directement à Boltzmann. Elle ne portait pas sur les chiffres. Elle portait sur la logique elle-même. Vous ne pouvez pas partir d'une mécanique parfaitement symétrique dans le temps et en déduire un comportement qui n'est vrai que dans une seule direction du temps. Vous n'avez pas le droit. C'est une faute de raisonnement, pas une question d'expérience. Boltzmann n'a jamais vraiment répondu. Il a reculé, progressivement, vers la probabilité. Il a admis que le retournement était autorisé, mais qu'il était si invraisemblable qu'il ne se produirait jamais dans la pratique. C'était honnête, ce n'était pas une réponse. Cela revenait à dire que le temps avance parce qu'il est plus probable qu'il avance, sans jamais expliquer d'où venait cette probabilité au départ. Et cette faille n'a jamais été refermée. Pas en 1876, pas aujourd'hui. Quelque part, en principe, il existe une configuration exacte de particules dans laquelle les fragments d'un vaisseau détruit se réassemblent, dans laquelle la lumière retourne vers l'étoile qui l'a émise, dans laquelle un verre brisé se reconstruit sur le carrelage. Les lois ne l'interdisent pas.
Elle se contente de rendre l'événement d'une improbabilité presque insultante. Alors la question se déplace. Elle ne porte plus sur le futur, elle porte sur le passé. Parce que si l'entropie ne fait qu'augmenter depuis toujours, alors plus vous remontez dans l'histoire de l'univers, plus vous devez trouver un état ordonné. Plus vous remontez, plus le cosmos doit avoir été rangé, structuré, improbable. Et lorsqu'on remonte jusqu'au tout début, ce que l'on trouve dépasse tout ce que la physique avait rencontré auparavant. Pour comprendre ce qui suit, il faut d'abord accepter une image contre-intuitive. Quand on parle de désordre, on imagine un fouillis, des objets éparpillés, une chambre en bazar. Et quand on parle d'ordre, on imagine quelque chose de lisse, de régulier, de propre. Avec la gravité, c'est exactement l'inverse. Prenez un immense nuage de matière parfaitement uniforme, étalé sur des millions d'années-lumière, sans le moindre grumeau. Cela ressemble à de l'ordre. En réalité, du point de vue gravitationnel, c'est l'état le plus improbable qui soit, parce que la gravité déteste l'uniformité. Elle amplifie la moindre irrégularité. La plus petite surdensité attire un peu plus de matière, ce qui la rend plus dense, ce qui attire encore plus de matière. Le processus s'emballe. En quelques centaines de millions d'années, ce nuage lisse devient un réseau de filaments, d'amas, de galaxies, d'étoiles et éventuellement de trous noirs. Le désordre gravitationnel, ce sont les grumeaux. L'ordre gravitationnel, c'est la platitude. Et notre univers a commencé plat, terriblement, anormalement, presque parfaitement plat. Nous le savons parce que nous pouvons le voir. Il existe une lumière qui baigne tout l'espace, dans toutes les directions, émise environ 380 000 ans après le début de l'expansion, au moment où le cosmos est devenu suffisamment froid pour que les électrons se lient au noyau et que la lumière puisse enfin voyager librement. Cette lumière est encore là. Elle a été étirée par l'expansion jusqu'à devenir des micro-ondes, et elle porte aujourd'hui une température d'environ 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Quand des satellites l'ont cartographiée avec une précision extrême, ils ont trouvé quelque chose de stupéfiant. Cette lumière est identique dans toutes les directions, à environ une partie sur 100 000 près, un dixième de millième de variation, un tissu tendu sans le moindre pli notable, sur un ciel entier. C'est le portrait de l'univers nouveau-né, et c'est un portrait d'une régularité qui ne devrait pas exister. Un mathématicien d'Oxford a décidé de mettre un chiffre sur cette anomalie. Roger Penrose ne travaillait pas au départ sur le temps. Il travaillait sur l'effondrement gravitationnel, sur la géométrie des singularités, sur ce qui arrive à l'espace lorsqu'il se replie sur lui-même. Mais il s'est posé une question de comptable cosmique. Sur l'ensemble de tous les états initiaux qu'un univers aurait mathématiquement pu adopter, quelle fraction ressemble aux nôtres? La réponse qu'il a obtenue n'est pas simplement petite, elle est d'une taille qui casse l'intuition. Il a estimé la probabilité à 1 chance sur 10 puissance 10 puissance 123. Ce genre de nombre ne veut plus rien dire pour un cerveau humain, alors essayons de le rendre tangible. L'univers observable contient environ 10 puissance 80 particules. Si vous vouliez écrire le nombre de Penrose en entier, avec un 0 par particule de l'univers, en utilisant chaque atome disponible comme encre, vous n'auriez pas assez de place. Pas de loin. Pas d'un facteur d'1 million. Vous manqueriez d'univers avant de finir d'écrire le nombre. Et ce n'est pas une exagération rhétorique. C'est simplement la taille du problème. Rien d'autre en physique ne produit un chiffre comparable. Aucune constante, aucun réglage, aucune coïncidence connue n'approche cet ordre de grandeur. Alors bien sûr, on a essayé de résoudre l'affaire. L'idée la plus populaire s'appelle l'inflation. Elle propose que, dans une fraction de seconde absolument minuscule, au tout début, l'espace se soit dilaté d'un facteur colossal, étirant la moindre irrégularité jusqu'à la rendre invisible, comme on lisse un drap froissé en tirant violemment sur les 4 coins. C'est une idée puissante. Elle explique plusieurs observations réelles, et elle reste aujourd'hui le modèle dominant. Mais Penrose lui-même a soulevé une objection que personne n'a réussi à écarter proprement. Pour que l'inflation démarre, il faut déjà des conditions initiales très particulières. Une région suffisamment homogène, avec le bon type de champ, dans le bon état d'énergie. Autrement dit, pour expliquer un réglage extraordinaire, on introduit un autre réglage. On ne supprime pas le mystère. On le déplace d'un cran en arrière et on espère que personne ne regarde derrière le rideau. D'autres
ont proposé un raisonnement différent, dit anthropique. Nous observons un univers ordonné parce que seuls les univers ordonnés peuvent contenir des observateurs. Un cosmos, né dans le chaos, n'aurait produit ni étoiles, ni planètes, ni chimie complexe, ni personne pour poser la question. Ce raisonnement n'est pas absurde, mais beaucoup de physiciens le trouvent stérile. Il explique pourquoi nous ne voyons pas autre chose. Il n'explique pas pourquoi cette chose-là est arrivée. Et il reste, tapis derrière tout cela, une réalité qui devrait donner le vertige. Chaque structure que vous avez jamais aimée existe uniquement à cause de cet état initial. Chaque galaxie spirale, chaque système planétaire, chaque océan, chaque cellule de votre corps, chaque souvenir que vous portez. Tout cela est financé par une réserve d'ordre déposée au commencement. Une réserve que nous dépensons sans interruption depuis 13 800 millions d'années et que rien ne recharge. Vous n'êtes pas simplement en train de vivre, vous êtes en train de dépenser. Et une réserve qui se dépense a nécessairement une fin. Les physiciens ont calculé cette fin. Ils l'ont datée. Et le résultat est l'une des choses les plus glaçantes que la science ait jamais produites, non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est parfaitement calme. Le premier à suivre la logique jusqu'au bout fut un physicien britannique qui, lui aussi, ne cherchait rien de métaphysique. William Thomson, que l'histoire retiendra sous le nom de Lord Kelvin, étudiait la dissipation de l'énergie mécanique, une préoccupation victorienne, industrielle, terre à terre, ou par le travail perdu. Mais Kelvin a compris une chose que les autres n'avaient pas osé énoncer. Si l'entropie augmente partout, alors elle n'augmente pas seulement dans la chaudière, elle augmente dans l'atelier, dans la ville, dans la planète, dans le système solaire, dans la galaxie. Elle augmente dans tout, sans exception, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à transformer. Il a publié cette réflexion en 1852, dans un texte étonnamment sobre pour ce qu'il annonçait. Le futur de l'univers, écrivait-il en substance, est une lente uniformisation, une extinction des différences. Un siècle et demi plus tard, deux astrophysiciens américains, Fred Adams et Gregory Laughlin, ont repris ce raisonnement avec les outils de la cosmologie moderne et ont publié en 1997 une chronologie complète du futur. Ce n'était plus une intuition philosophique, c'était un calendrier. Ce calendrier mérite d'être parcouru lentement, parce qu'il transforme complètement la façon dont on regarde le ciel. Nous vivons actuellement dans ce qu'ils appellent l'ère stellifère, l'âge des étoiles. C'est la période où le gaz est encore abondant, où les galaxies fabriquent encore de nouveaux soleils, où la lumière est partout. Cette ère a commencé environ 200 millions d'années après le début de l'expansion, quand les premières étoiles se sont allumées, des monstres bleus des centaines de fois plus massifs que le nôtre, qui ont vécu quelques millions d'années à peine avant d'exploser et de semer les premiers éléments lourds dans un cosmos qui n'en contenait aucun. Nous sommes à l'intérieur de cette ère. Elle nous semble être l'état normal des choses. Elle représente en réalité une fraction absolument négligeable de l'histoire totale. Dans environ 4 milliards d'années, notre galaxie entrera en collision avec sa voisine, Andromède, qui fonce vers nous à plus de 100 km par seconde. Le mot collision est trompeur. Les étoiles sont si espacées qu'aucune ne se heurtera probablement. Ce sont les nuages de gaz qui se percuteront, déclenchant une flambée de formation stellaire. Puis les deux disques se déformeront, s'enrouleront et fusionneront en une seule galaxie elliptique sans bras spiraux. Le ciel nocturne, à ce moment-là, sera méconnaissable. Un peu plus tard, notre propre étoile arrivera au bout de son hydrogène. Elle gonflera, deviendra une géante rouge, engloutira ses planètes intérieures, puis se contractera en une braise blanche de la taille d'une planète, si dense qu'un morceau de la taille d'un dé pèserait plusieurs tonnes. Mais tout cela n'est que le début du début. Les étoiles les plus massives brûlent vite et meurent jeunes. Les plus petites, les naines rouges, sont d'une lenteur presque incompréhensible. Elles consomment leur carburant si parcimonieusement, en remuant leur intérieur si complètement, qu'elles peuvent briller pendant des milliers de milliards d'années. Certaines qui se sont allumées peu après le début de l'univers n'ont pas encore consommé le 10e de leur réserve. Elles seront les dernières. Longtemps après que toutes les autres se seront éteintes, ces petites braises rouges continueront de luire dans un cosmos vidé, entouré d'un noir absolu, séparées les unes des autres
par des distances que l'expansion aura rendues insurmontables. Puis, vers 10 puissance 14 années, le gaz sera épuisé. Plus aucune étoile nouvelle ne pourra naître. Les dernières s'éteindront une à une, et la galaxie deviendra un cimetière de cadavres stellaires. Naines blanches en train de refroidir, étoiles à neutrons, trous noirs. Ce sera l'ère dégénérée, et elle durera bien plus longtemps que tout ce qui l'a précédé. Dans cette ère, l'univers devient un lieu d'une étrangeté silencieuse. Les naines blanches, privées de toute source d'énergie, se refroidissent lentement. Elles passent du blanc au jaune, du jaune à l'orange, de l'orange à un rouge terne, puis au noir. Elles deviennent des naines noires, des sphères de carbone cristallisées de la taille de la Terre, aussi froides que l'espace qui les entoure. Personne n'en a jamais observé une, et pour une raison très simple. L'univers n'est pas encore assez vieux pour qu'une seule ait eu le temps de se former. Elle n'existe, pour l'instant, que dans nos équations. Les étoiles à neutrons, elles, continuent de tourner. Certaines effectuent des centaines de rotations par seconde, balayant l'espace de faisceaux d'ondes radio avec une régularité qui rivalise avec nos meilleures horloges atomiques. Mais même cette rotation ralentit. Le champ magnétique freine l'astre, imperceptiblement, milliards d'années après milliards d'années, jusqu'à ce que le phare s'éteigne. Et pendant tout ce temps, les rencontres gravitationnelles font leur travail. Dans une galaxie morte, les cadavres stellaires se croisent, s'échangent de l'énergie, et petit à petit, certains sont éjectés dans le vide intergalactique, tandis que d'autres tombent vers le centre. Vers 10 puissance 19 ou 20 années, les galaxies se seront largement évaporées. La majorité de leurs objets dispersés dans l'immensité, le reste avalé par le trou noir central. Ensuite vient une question que la physique n'a pas encore tranchée, et dont la réponse décide littéralement du sort de la matière. Le proton est-il éternel? Nous n'en savons rien. Certaines théories prédisent qu'il finit par se désintégrer, se dissolvant en particules plus légères après un temps inconcevable. D'autres affirment qu'il est parfaitement stable. Des expériences gigantesques ont été construites pour trancher. D'énormes réservoirs remplis de dizaines de milliers de tonnes d'eau ultra pure, enfouis sous des montagnes pour être protégés des rayons cosmiques, entourés de milliers de détecteurs qui guettent le moindre éclair. Des chercheurs ont surveillé ces cuves pendant des décennies, attendant qu'un seul proton, parmi un nombre astronomique, veuille bien se décomposer sous leurs yeux. Aucun ne l'a fait, ce qui nous permet seulement d'établir une limite basse. Si le proton se désintègre, sa durée de vie moyenne dépasse 10 puissance 34 années. Des milliards de fois l'âge actuel de l'univers. Si cette désintégration existe, alors toute la matière ordinaire finit par se dissoudre. Les naines noires s'évaporent, les planètes rocheuses errantes se désagrègent. Le fer, la pierre, la glace, les restes de tout ce qui a jamais été solide, se transforment en un brouillard de particules légères. Les objets disparaissent non pas dans une explosion, mais dans un effacement d'une lenteur inimaginable. Et alors il ne reste plus qu'une seule catégorie d'objets dans tout le cosmos. Les trous noirs. Ils deviennent les derniers rois d'un univers vide. Pendant une durée si longue que les chiffres perdent leur sens, ils règnent sur un espace noir, froid, dilaté, dans lequel plus rien ne se produit. Ils avalent le peu qui passe. Ils fusionnent, rarement, quand deux d'entre eux se rencontrent après des éternités de dérive. Puis eux-mêmes commencent à s'effacer. Parce qu'un trou noir n'est pas éternel. Il rayonne, très faiblement, et il perd de la masse. Un trou noir de masse stellaire mettrait environ 10 puissance 67 années à s'évaporer complètement. Les monstres qui se trouvent au centre des galaxies, ceux qui pèsent des milliards de fois notre étoile, tiendront jusque vers 10 puissance 100 années. Et ensuite, il n'y a plus rien à raconter. Un espace immense, en expansion perpétuelle, empli d'un rayonnement de plus en plus dilué, sans structure, sans gradient, sans différence de température entre un point et un autre. Rien qui puisse se déplacer vers un état plus probable, puisque tous les états sont désormais équivalents. Aucun travail possible, aucun processus, aucun événement. C'est ce qu'on appelle la mort thermique. Et le mot est mal choisi, parce qu'il évoque une violence qui n'existe pas. Ce n'est pas une catastrophe. C'est l'absence définitive de catastrophe. C'est l'univers arrivé au bout de sa capacité à ce qu'il arrive quoi que ce soit. Certains physiciens ont tenté d'échapper à cette conclusion. On a proposé des modèles cycliques, dans lesquels le cosmos se réinitialiserait
avant d'atteindre cet état. On a évoqué des transitions de phase du vide, des instabilités qui pourraient engendrer de nouvelles régions ordonnées. Aucune de ces idées ne dispose de la moindre preuve observationnelle. Ce sont des possibilités mathématiques, pas des constats, ce qui laisse une pensée difficile à digérer. Chaque conversation que vous avez eue, chaque ville jamais construite, chaque note de musique jamais jouée, chaque civilisation qui existera un jour quelque part dans ce cosmos, tout cela constitue une révolte brève et locale contre une trajectoire que les mathématiques considèrent comme quasi certaine. Ce n'est pas tragique, c'est simplement thermodynamique. Et pourtant, à l'intérieur de cette certitude, Boltzmann avait déjà trouvé une brèche, une faille minuscule, purement logique, qui inquiète les physiciens depuis plus d'un siècle et dont les implications sont si étranges que beaucoup préfèrent ne pas y penser trop longtemps. Reprenons son raisonnement. L'entropie augmente parce que les états désordonnés sont plus nombreux. Il ne s'agit pas d'une contrainte mécanique, c'est du comptage. Et le comptage, contrairement à une interdiction, laisse toujours une porte entrouverte. Boltzmann l'a admis publiquement, sous la pression des critiques, dans son travail de 1877. La deuxième loi n'est pas absolue, elle est probabiliste. Les fluctuations vers un état de plus faible entropie ne sont pas interdites. Elles sont simplement rares au point d'en devenir invisibles. Mais rares, dans un univers qui dispose potentiellement d'un temps infini, ne signifie pas jamais. Un mathématicien français, Henri Poincaré, a démontré quelque chose de troublant à ce sujet. Dans un système fermé de taille finie, si vous attendez suffisamment longtemps, le système finira par repasser arbitrairement près de son état de départ. Toutes les configurations possibles finissent par se produire, encore et encore, pour peu qu'on dispose d'assez de temps. Le temps nécessaire est absurde. Pour un simple volume de gaz dans une boîte, il dépasse déjà de très loin toute échelle cosmologique. Pour un univers, il défie toute description. Mais dans une éternité, l'absurde devient banal. Ce qui signifie que, dans le silence total de la mort thermique, des choses continueraient à se produire. Extraordinairement rarement, sans témoin, des fluctuations aléatoires dans le rayonnement résiduel finiraient par produire, purement par accident statistique, des arrangements ordonnés. La plupart seraient insignifiants. Certains, sur des durées inimaginables, pourraient être complexes. Cette idée conduit à un scénario dont le nom est devenu célèbre parmi les cosmologistes et qui met tout le monde profondément mal à l'aise. Si des fluctuations peuvent créer de l'ordre, alors il est statistiquement plus facile de créer un petit fragment ordonné qu'un univers entier. Il est plus facile de faire apparaître un observateur isolé avec des souvenirs incohérents que de faire apparaître 13 milliards d'années d'histoire cosmique cohérente. Ce qui pose une question inconfortable sur la fiabilité de tout ce que nous croyons observer. Les physiciens détestent cette conclusion. Ils la traitent généralement comme un signal d'alarme. Quand une théorie prédit que les observateurs typiques devraient être des accidents désordonnés, c'est probablement que quelque chose ne va pas dans la théorie. Plusieurs travaux récents cherchent explicitement à éliminer ce scénario, en modifiant nos hypothèses sur le vide, sur la durée de vie de l'espace lui-même, ou sur ce que signifie compter des observateurs dans un univers infini. Mais personne n'a définitivement fermé cette porte. Et à un niveau beaucoup plus intime, cela laisse une image difficile à chasser. Les atomes qui vous composent ne sont pas à vous. Ils ont été forgés dans des étoiles mortes depuis longtemps, dispersés par des explosions, incorporés dans un nuage, puis dans une planète, puis dans une plante, puis dans vous. Ils vous quitteront, ils se disperseront. Et selon les mathématiques de Boltzmann, il n'existe aucune loi qui interdise à cette poussière, dans un futur inconcevablement lointain, de se réassembler par pur accident dans exactement la même configuration, statistiquement autorisée, pratiquement inatteignable, et personne ne pourra jamais vérifier. Si la règle qui structure toute votre existence n'est finalement qu'une question de cote écrasante, alors la flèche du temps est-elle vraiment une loi de la nature, ou la plus gigantesque coïncidence jamais mesurée? C'est ici que l'histoire prend un virage inattendu, parce que jusqu'à présent, tout ce que nous avons dit reposait sur des statistiques, sur des grands nombres, sur le comportement collectif de milliards de particules. La flèche du temps semblait être une propriété de la foule, pas de l'individu. Mais en 1964, deux physiciens américains ont trouvé, dans le comportement d'une seule particule,
une préférence pour une direction du temps, minuscule, indiscutable et complètement inexpliquée. James Cronin et Val Fitch ne cherchaient rien de tout cela. Ils travaillaient dans un laboratoire de Long Island, sur un accélérateur qui produisait des particules instables, et leur objectif était banal au point d'en être ennuyeux: confirmer une symétrie que tout le monde tenait pour acquise. Cette symétrie combinait deux idées. La première dit que si vous remplacez chaque particule par son antiparticule, les lois de la physique restent identiques. La seconde dit que si vous inversez l'espace comme dans un miroir, en échangeant la gauche et la droite, elles restent identiques aussi. Prises ensemble, ces deux opérations formaient ce que les physiciens croyaient être une symétrie parfaite de la nature. Il y avait une raison profonde d'y croire. Un théorème très solide relie cette symétrie combinée à l'inversion du temps. Si l'une tient, l'autre tient. Si la nature traite matière et antimatière de façon strictement équivalente dans un miroir, alors elle traite aussi le passé et le futur de façon équivalente au niveau le plus fondamental. Autrement dit, en vérifiant une propriété technique de particules exotiques, Cronin et Fitch testaient sans le savoir la neutralité de la nature vis-à-vis de la direction du temps. Ils ont utilisé des particules appelées kaons neutres, des objets bizarres, instables, qui existent dans un état de superposition entre matière et antimatière et qui oscillent entre les deux avant de se désintégrer. C'était le laboratoire idéal pour ce genre de test, et le résultat n'a pas coopéré. Sur environ 22 000 désintégrations analysées, une poignée est partie du mauvais côté. 45 événements, environ, qui n'auraient jamais dû se produire si la symétrie était exacte. Un effet de l'ordre de 2 pour 1000. C'était minuscule. C'était aussi indiscutable. L'équipe a vérifié, revérifié, cherché tous les artefacts possibles, refait l'analyse. L'effet ne partait pas. Ils ont publié en 1964, dans une revue de physique, avec la prudence de gens qui savent qu'ils viennent de casser quelque chose d'important. 16 ans plus tard, le prix Nobel est venu confirmer ce que la communauté avait fini par accepter. La nature n'est pas parfaitement neutre. Elle a une préférence. Et pendant des décennies, la question est restée en suspens. Cette préférence concernait-elle vraiment le temps lui-même? La réponse directe est arrivée bien plus tard. En 2012, une grande collaboration internationale travaillant sur des particules appelées Maison B, a publié une mesure d'un genre nouveau. En utilisant des paires de particules intriquées, elle a comparé la vitesse d'un processus et celle de ce même processus, jouée exactement à l'envers. Ce n'était plus une déduction indirecte. C'était une comparaison directe entre un phénomène et son image temporelle inversée. Les deux ne se produisaient pas au même rythme. L'écart était énorme en termes de signification statistique, et il ne laissait plus place au doute. Au niveau des particules élémentaires, dans certaines interactions très spécifiques, l'univers distingue réellement l'avant de l'après. Le film joué à l'endroit et le film joué à l'envers ne sont pas identiques. C'est le seul endroit de la physique fondamentale où l'on a attrapé la nature en flagrant délit de préférence temporelle. Et il faut mesurer à quel point cela est étrange. Cet effet ne provient pas de la thermodynamique. Il ne provient pas du nombre de configurations possibles. Il ne provient pas de conditions initiales particulières. Il est écrit directement dans les règles d'interaction elles-mêmes. Alors on a essayé de s'en débarrasser. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un artefact expérimental. Ce n'en était pas un. L'effet a été reproduit dans plusieurs laboratoires, avec des particules différentes, pendant 60 ans. D'autres ont espéré qu'une symétrie encore plus profonde, incluant en plus l'inversion du temps, finirait par se briser également, rétablissant une forme d'équilibre plus générale. Elle n'a jamais été prise en défaut dans aucune expérience à ce jour. La symétrie existe, elle est mesurée. Et elle n'est expliquée par aucun principe premier. Elle est intégrée dans nos équations comme un paramètre que l'on ajuste sur les données, pas comme une conséquence que l'on dérive. Mais voici pourquoi cette anomalie microscopique vous concerne personnellement, d'une façon qu'aucune autre ne peut égaler. Au tout début, quand l'univers était une soupe brûlante de particules, la matière et l'antimatière étaient produites en quantité quasiment identiques. Et quand une particule rencontre son antiparticule, elle s'annihile totalement, ne laissant derrière elle que de la lumière. Si les quantités avaient été exactement égales, l'histoire se serait arrêtée là. Tout se serait annulé. L'univers serait aujourd'hui un océan de rayonnement froid, sans un seul atome, sans une seule étoile,
sans une seule planète. Rien de solide n'aurait jamais existé. Mais un déséquilibre minuscule s'est produit. Pour environ 1 milliard d'antiparticules, il y avait 1 milliard et une particule de matière. Un excédent d'une part sur 1 milliard. L'annihilation a eu lieu. Elle a été presque totale. Le rayonnement qu'elle a produit est encore là, dilué et refroidi. C'est cette lueur de micro-ondes qui remplit le ciel. Et ce qui a survécu, ce résidu d'une part sur 1 milliard, ce sont les restes. Tout ce que vous voyez est fait de ces restes. Les montagnes, les océans, le fer dans votre sang, le calcium dans vos os. Chaque atome de votre corps appartient à la fraction rescapée d'un massacre presque parfait. Et le déséquilibre qui vous a permis d'exister est très probablement lié à cette asymétrie temporelle mesurée dans les laboratoires. C'est l'un des principaux suspects, même si l'effet observé dans les Kaon et les maisons B semble trop faible à lui seul pour rendre compte de toute la matière existante. Il manque quelque chose, une source d'asymétrie supplémentaire, plus puissante, que nous n'avons pas encore identifiée. C'est pourquoi des expériences colossales sont actuellement en construction. Des faisceaux de neutrinos tirés à travers des centaines de kilomètres de roches, d'un laboratoire vers un détecteur enterré au fond d'une ancienne mine, pour comparer le comportement des neutrinos et des antineutrinos. Si eux aussi présentent une préférence, cela pourrait expliquer une bonne partie de l'énigme. Nous n'avons pas encore la réponse. Mais la question elle-même est vertigineuse. Votre existence dépend d'une infime préférence que la nature entretient pour une direction du temps, et nous ne savons pas d'où vient cette préférence. Si même les particules élémentaires penchent discrètement d'un côté, pourquoi les équations les plus profondes continuent-elles d'insister sur le fait qu'elles ne devraient pas s'en soucier du tout? Il existe une autre flèche du temps, et celle-là, vous la portez à l'intérieur de votre crâne. Vous vous souvenez d'hier, vous ne vous souvenez pas de demain. Cela paraît si évident qu'il faut un effort pour percevoir à quel point c'est bizarre. Il n'y a rien, dans les lois du mouvement, qui explique pourquoi l'information circule dans un seul sens, dans un cerveau. Vous êtes fait d'atomes qui obéissent à des règles réversibles, et pourtant votre esprit ne fonctionne que dans une direction. Un astronome britannique a été le premier à affirmer que ces deux flèches, celle de la physique et celle de l'esprit, n'en font qu'une. Arthur Eddington est resté célèbre pour avoir dirigé l'expédition qui, lors d'une éclipse solaire en 1919, a mesuré la déviation de la lumière des étoiles par la gravité du Soleil, confirmant spectaculairement la relativité générale. Mais c'est dans ses écrits des années 20 qu'il a forgé une expression appelée à devenir universelle. Il a parlé, littéralement, de la flèche du temps. Et il a soutenu quelque chose de fort. Selon lui, la sensation que le temps s'écoule, cette impression si intime, si évidente, n'est pas une donnée psychologique indépendante de la physique. C'est l'entropie qui se manifeste sous un autre visage. Pour comprendre pourquoi, il faut se demander ce qu'est réellement un souvenir. Un souvenir est une trace. C'est un enregistrement physique, une modification durable de la matière. Dans un cerveau, ce sont des connexions renforcées entre neurones, des protéines synthétisées, des structures modifiées. Dans un appareil photo, ce sont des charges électriques figées dans un capteur. Dans une roche, ce sont des couches de sédiments empilées. Sur une plage, c'est une empreinte de pas dans le sable. Or, créer une trace coûte quelque chose. Il faut dépenser de l'énergie, dissiper de la chaleur, augmenter l'entropie autour de soi. Un enregistrement ne peut se former que dans un environnement qui possède encore une réserve d'ordre à consommer. Voilà le point crucial. Vous ne pouvez enregistrer que dans la direction où le désordre augmente. Vous ne pouvez donc avoir des traces que du côté du temps où l'entropie était plus faible. Le passé. Des physiciens et des philosophes des sciences ont formalisé cet argument avec précision au tournant des années 2000. L'idée centrale est parfois appelée l'hypothèse du passé. Pour que nos souvenirs et nos archives aient un sens, il faut postuler que l'univers a commencé dans un état d'entropie extrêmement basse. Sans ce postulat, rien ne garantit que vos souvenirs correspondent à quoi que ce soit de réel. Ce qui veut dire que votre capacité à vous rappeler votre enfance dépend directement de la condition initiale de l'univers entier. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la structure logique de l'argument. Votre enfance n'est pas stockée quelque part comme un fichier. Ce sont des résidus thermodynamiques. Des traces laissées par des processus irréversibles.
et elles ne pointent que dans une seule direction, parce que le désordre ne va que dans une seule direction. Certains philosophes ont proposé que la conscience possède un sens du temps qui lui serait propre, indépendant de la thermodynamique. Aucun mécanisme physique correspondant n'a jamais été identifié. D'autres ont répondu que la mémoire n'est qu'une corrélation entre l'état actuel du cerveau et un état passé du monde, ce qui déplace le problème vers la philosophie de l'esprit sans le résoudre du côté de la physique. Et il y a un fait astronomique qui rend cette idée d'enregistrement particulièrement concrète. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel, vous ne voyez jamais le présent, jamais. La lumière voyage vite, mais pas instantanément, et l'espace est immense. Vous voyez notre étoile, telle qu'elle était il y a environ 8 minutes. Vous voyez l'étoile la plus proche telle qu'elle était il y a plus de 4 ans. Vous voyez la galaxie d'Andromède, ce petit fuseau flou visible à l'œil nu depuis un ciel sombre, telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, à une époque où aucun humain moderne n'existait sur Terre. Le ciel n'est pas une image, c'est une archive. Et quand un télescope spatial pointe pendant des jours un fragment de ciel apparemment vide, il collecte des photons qui ont voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Ces particules de lumière ont quitté leur galaxie d'origine à une époque où l'univers avait moins de 5% de son âge actuel, quand les premières structures venaient tout juste de se former. Elles ont traversé l'espace en expansion, se sont étirées jusque dans l'infrarouge, ont contourné des amas de galaxies dont la gravité a courbé leur trajectoire, et elles ont fini leur voyage sur un détecteur refroidi à quelques degrés au-dessus du zéro absolu, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Elles sont arrivées à destination. Elles ont laissé une trace. Elles ne repartiront pas. C'est peut-être l'illustration la plus pure de l'irréversibilité qui existe. Un photon émis par une étoile morte depuis des milliards d'années termine sa course dans un instrument construit par des êtres qui n'existaient pas quand il est parti. L'information voyage vers l'avant, toujours vers l'avant, et cela vaut aussi pour ce que nous envoyons. 2 sondes lancées en 1977 se trouvent aujourd'hui au-delà de la frontière où le vent de notre étoile cède la place au milieu interstellaire. La première a franchi cette limite en 2012, à une distance d'environ 18 milliards de kilomètres. Elle continue de s'éloigner à plus de 17 km par seconde. Son signal met plus de 20 heures à nous parvenir, et il est si faible en arrivant qu'il faut des antennes de dizaines de mètres de diamètre pour le distinguer du bruit. Ces générateurs nucléaires s'épuisent. Année après année, les ingénieurs éteignent des instruments pour économiser quelques watts. Un jour, plus rien ne répondra. La sonde continuera pourtant sa route, muette, pendant des centaines de milliers d'années, puis des millions, dérivant entre les étoiles à une vitesse qui ne changera jamais, parce que rien ne la freine. Elle emporte un disque gravé, des sons, des images, des voix, des musiques. Un enregistrement délibéré, fabriqué par des gens qui savaient parfaitement qu'ils ne recevraient jamais de réponse. C'est un message envoyé dans une seule direction, exactement comme tout le reste dans cet univers. Il y a quelque chose de bouleversant dans cet objet. Ce disque durera probablement plus longtemps que toute trace de notre présence sur notre propre planète. Il n'y a pas d'érosion dans le vide, pas d'oxygène, pas d'eau. Juste le froid, le silence et des impacts de poussière si rares qu'ils prendront des millions d'années à user la surface. Une mémoire lancée vers l'avant, sans possibilité de retour. Cette idée de trace irréversible nous conduit maintenant vers l'endroit le plus extrême du cosmos, là où la question de la mémoire cesse d'être poétique pour devenir une crise théorique majeure. Parce qu'il existe dans cet univers des objets qui semblent capables de détruire l'information. Et si c'est vrai, alors la physique tout entière a un problème. Au milieu des années 70, un jeune théoricien de Cambridge s'attaque à un problème purement technique. Il veut savoir ce qui arrive au champ quantique, au voisinage immédiat d'un horizon d'événements. Il ne cherche pas à révolutionner quoi que ce soit. Il fait un calcul. Stephen Hawking obtient un résultat qu'il n'attendait pas, et qui, au départ, lui déplaît profondément. Un trou noir n'est pas complètement noir. Il rayonne. Le mécanisme tient à la nature du vide. Le vide quantique n'est pas rien. Il fluctue en permanence, produisant et réabsorbant des paires de particules virtuelles à un rythme effréné. Normalement, ces paires s'annulent instantanément et rien ne se passe. Mais juste au bord d'un horizon, la géométrie de l'espace est si déformée que le processus peut être interrompu.
Une partie de la paire tombe, l'autre s'échappe. Et ce qui s'échappe emporte de l'énergie. Le trou noir paie la facture. Il perd de la masse. Très lentement, il s'évapore. Cela seul aurait suffi à rendre Hawking célèbre. Mais c'est la conséquence suivante qui a déclenché 40 ans de bataille. Ce rayonnement, d'après le calcul original, est purement thermique. Il ne contient aucune information sur ce qui est tombé dans le trou noir. Il est identique quelle que soit la nature de ce qui a été avalé. Une étoile, une planète, une bibliothèque, un être vivant. Le rayonnement sortant est un bruit sans structure. Alors imaginez la fin du processus. Le trou noir s'évapore complètement. Il disparaît. Et tout ce qui reste est un bain de rayonnement qui ne porte aucune trace de ce qui a existé. L'information a été détruite. Cela paraît peut-être abstrait. C'est en réalité une catastrophe pour la physique. Et il faut expliquer pourquoi. La mécanique quantique repose sur un principe absolument central. L'information ne peut pas être détruite. Si vous connaissiez parfaitement l'état d'un système à un instant donné, vous pourriez en principe reconstituer son passé et prédire son futur. Rien ne se perd, tout se transforme de façon réversible. C'est ce qu'on appelle l'unitarité. Et c'est aussi fondamental pour la théorie quantique que la conservation de l'énergie l'est pour le reste de la physique. Un trou noir qui efface l'information viole ce principe. Hawking l'a écrit noir sur blanc dans un article publié en 1976 avec un titre sans ambiguïté qui parlait d'effondrement de la prédictibilité. Il affirmait que la gravitation, dans certaines conditions, pouvait détruire le déterminisme quantique. La communauté s'est divisée immédiatement. D'un côté, ceux qui pensaient que la gravité devait l'emporter et que l'information disparaissait réellement. De l'autre, ceux pour qui abandonner l'unitarité revenait à démolir les fondations de toute la physique quantique et qui étaient convaincus qu'une erreur se cachait quelque part dans le calcul. Ce débat a duré plus longtemps que la carrière de la plupart de ses participants. Un indice majeur était pourtant apparu avant même le calcul de Hawking. Un étudiant en thèse, Jacob Bekenstein, avait proposé une idée que ses aînés trouvaient farfelue. Un trou noir possède une entropie. Et cette entropie n'est pas proportionnelle à son volume, comme ce serait le cas pour n'importe quel objet ordinaire. Elle est proportionnelle à la surface de son horizon. Prenez un instant pour mesurer l'étrangeté de cette affirmation. Pour un gaz dans une pièce, le nombre de configurations possibles dépend du volume disponible. Doublez le volume, vous multipliez énormément les possibilités. Mais pour un trou noir, toute la capacité d'information dépend de l'aire de la frontière, comme si l'intégralité du contenu tridimensionnel était encodée sur une membrane bidimensionnelle qui l'entoure. Cette découverte a donné naissance à l'une des idées les plus radicales de la physique théorique moderne, selon laquelle la description complète d'une région de l'espace pourrait être entièrement contenue sur sa surface limite. L'intérieur ne serait pas fondamental, il serait une projection. Et les chiffres qui en découlent sont extravagants. Un trou noir est de très loin l'objet le plus anthropique qui existe. Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie contient à lui seul, en termes d'entropie, davantage que tout le reste de la matière ordinaire de la Voie lactée réunie. Les trous noirs ne sont pas des trous dans l'univers. Ce sont les archives les plus denses qu'ils contiennent, sous une forme que nous ne savons pas lire. Alors où va l'information? Plusieurs pistes ont été proposées, et chacune amène ses propres difficultés. La première suggère que l'information s'échappe, cachée dans des corrélations extrêmement subtiles entre les particules du rayonnement. Prises une par une, ces particules paraissent aléatoires. Prises ensemble, dans leur relation mutuelle, elles contiendraient tout. Un peu comme un livre déchiqueté en poussière, dont l'information subsisterait dans les positions relatives des fragments. Une deuxième idée, plus radicale, propose que rien n'est jamais réellement perdu, parce que l'information tombante est simultanément encodée sur l'horizon, sans duplication contradictoire, puisqu'aucun observateur ne peut jamais voir les deux versions à la fois. Une troisième piste, apparue au début des années 2010, a secoué violemment le domaine. Un groupe de théoriciens a montré que 3 principes considérés comme solides ne pouvaient pas être vrais en même temps. Pour préserver l'unitarité, il faudrait qu'un mur d'énergie extrême existe juste à l'horizon, détruisant instantanément tout ce qui le traverse. Ce mur contredit frontalement la relativité générale, qui affirme qu'un observateur en chute libre ne devrait rien remarquer de particulier au passage de l'horizon d'un trou noir suffisamment massif.
3 piliers de la physique. Impossible de les garder tous les trois. En 2004, Hawking a publiquement changé d'avis, concédant un pari célèbre engagé avec un collègue et déclarant qu'il pensait désormais que l'information ressortait. Beaucoup ont pris cela pour la fin de l'histoire. Ce n'en était pas la fin. Personne n'a jamais produit le mécanisme complet et accepté par tous qui décrirait comment l'information s'échappe concrètement. Des travaux plus récents ont pourtant fait bouger les lignes de façon spectaculaire. En calculant comment l'entropie du rayonnement évolue au cours de l'évaporation, des théoriciens ont obtenu une courbe qui monte puis redescend, exactement comme le voudrait la conservation de l'information. Ce résultat, obtenu grâce à des techniques mathématiques nouvelles, impliquant des contributions géométriques inattendues, est considéré comme un progrès majeur. Mais il reste largement établi dans des modèles simplifiés, dans des espaces qui ne ressemblent pas tout à fait aux nôtres. Le problème n'est pas résolu. Il est mieux cerné. Et pendant que les théoriciens se battaient sur le papier, quelque chose d'extraordinaire s'est produit du côté de l'observation. Nous sommes passés du stade où les trous noirs étaient des solutions mathématiques suspectes au stade où nous les photographions. En avril 2019, un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète, synchronisés par des horloges atomiques et combinés pour former un instrument virtuel de la taille de la Terre, a produit une image d'un anneau lumineux entourant une zone sombre au centre d'une galaxie située à 55 millions d'années-lumière. 3 ans plus tard, la même collaboration a publié l'image du trou noir situé au centre de notre propre galaxie, un objet de plus de 4 millions de fois la masse de notre étoile, tapi à 26 000 années-lumière de nous. Ce que montrent ces images n'est pas le trou noir lui-même, qui n'émet rien. C'est l'ombre qu'il découpe dans la lumière de la matière brûlante qui tourbillonne autour, chauffée à des milliards de degrés par la friction, tordue par une gravité si intense qu'elle courbe les trajectoires lumineuses en anneaux. Nous avons vu la frontière, au-delà de laquelle le futur cesse d'être une direction dans le temps pour devenir une direction dans l'espace. Parce que c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un horizon. La géométrie y est si déformée que se diriger vers le centre devient aussi inévitable que d'aller vers demain. Vous ne pouvez pas plus remonter vers l'extérieur que vous ne pouvez revenir à hier. Le centre n'est pas un endroit, c'est un moment. Et il y a autre chose que nous avons appris à entendre. En septembre 2015, 2 détecteurs installés à 3000 km l'un de l'autre ont enregistré une vibration de l'espace lui-même. Pas de la lumière, pas des particules. Une déformation de la géométrie, une onde gravitationnelle produite par la fusion de 2 trous noirs d'environ 30 masses solaires chacun, survenue à plus d'1 milliard d'années-lumière. Le signal a duré moins d'une demi-seconde. L'amplitude de la déformation était de l'ordre d'1 millième du diamètre d'un proton sur une distance de 4 km. Détecter cela revient à mesurer la distance jusqu'à l'étoile la plus proche, avec une précision inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. Pendant les derniers instants de cette fusion, l'énergie rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles a dépassé la puissance lumineuse combinée de toutes les étoiles de l'univers observable. Le cataclysme le plus violent jamais enregistré n'a produit aucune lumière. Il a produit un tremblement dans la structure même de l'espace. Et l'objet final était moins lourd que la somme de ces 2 composants. Environ 3 masses solaires ont été converties en pur rayonnement gravitationnel en quelques dixièmes de seconde. Cette énergie ne reviendra jamais. Elle se propage vers l'extérieur, indéfiniment, en s'affaiblissant. Voilà encore une trace irréversible, un enregistrement gravé dans l'espace-temps qui traversera l'univers longtemps après la disparition de tout ce qu'il a produit. 2 ans après cette première détection, un autre signal est arrivé, et celui-là a changé quelque chose de plus intime encore. Il ne provenait pas de 2 trous noirs, mais de 2 étoiles à neutrons, les noyaux ultra-denses laissés par des explosions stellaires, chacune concentrant plus que la masse de notre Soleil dans une sphère d'une vingtaine de kilomètres de diamètre. Elles tournaient l'une autour de l'autre depuis des centaines de millions d'années, se rapprochant imperceptiblement, perdant de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. À la fin, elles se sont percutées. Cette fois, il y a eu de la lumière. Des télescopes du monde entier, alertés en quelques heures, ont pointé la même région du ciel et ont vu une lueur apparaître dans une galaxie située à environ 130 millions d'années-lumière. Pour la première fois, un même événement cosmique a été observé à la fois par les ondes gravitationnelles et par la lumière. Et l'analyse de cette lueur
a révélé quelque chose qui touche directement à ce que vous portez peut-être en ce moment. Dans le chaos de cette collision, des conditions extrêmes ont permis à des noyaux atomiques de capturer des neutrons à une vitesse démentielle, fabriquant en quelques instants des éléments lourds que les étoiles ordinaires ne peuvent pas produire. De l'or, du platine. Des quantités estimées à plusieurs fois la masse de notre planète, éjectées dans l'espace à une fraction de la vitesse de la lumière. L'or n'a jamais été créé sur Terre. Il est arrivé ici, déjà formé, incorporé au nuage qui a donné naissance au système solaire. Chaque bague, chaque contact électrique doré, chaque grain de ce métal a été forgé dans un événement irréversible d'une violence inimaginable, il y a des milliards d'années, avant que notre étoile n'existe. Cette matière a traversé l'espace, s'est mêlée à un nuage moléculaire, s'est effondrée avec lui, et se retrouve aujourd'hui entre des doigts humains. Rien de tout cela ne peut être défait. C'est là toute la question. Nous avons donc appris à photographier les objets les plus irréversibles du cosmos et à entendre les événements les plus violents de son histoire. Et pourtant, la question de départ reste absolument intacte. Pourquoi le temps avance-t-il? Parce que si vous descendez encore d'un niveau, si vous quittez la thermodynamique, si vous quittez la cosmologie, si vous quittez même les trous noirs pour aller jusqu'aux équations les plus fondamentales dont nous disposions, vous découvrez le cœur du problème. Ces équations ne contiennent aucune flèche. En 1926, un physicien autrichien travaillant en Suisse cherche à décrire comment un système quantique évolue. Erwin Schrödinger ne s'intéresse pas au temps en tant que tel. Il veut une équation qui rende compte du comportement ondulatoire de la matière, et il en produit une qui deviendra le centre absolu de toute la mécanique quantique. Tout le monde s'attendait à ce que la théorie quantique, en tant que description plus profonde de la réalité, révèle enfin une asymétrie que la physique classique aurait manqué. On espérait qu'en descendant sous la surface, on trouverait la source du sens unique. C'est l'inverse qui s'est produit. L'équation de Schrödinger fonctionne parfaitement dans les deux directions temporelles. Donnez-lui l'état d'un système maintenant, elle vous décrit son état dans le futur. Donnez-lui le même état, elle vous décrit tout aussi bien son état dans le passé. Aucune préférence, aucun sens privilégié. Une réversibilité aussi propre que celle des lois du mouvement classique. En 1932, le physicien Eugene Wigner a formalisé rigoureusement la façon dont l'inversion du temps s'exprime dans le formalisme quantique. Sa conclusion a confirmé la symétrie de la dynamique fondamentale, avec pour seule exception cette violation minuscule qui serait mesurée 3 décennies plus tard dans les kaons. Le tableau est donc le suivant. Les lois du mouvement classique, réversibles. La relativité générale, réversible. L'électromagnétisme, réversible. L'équation fondamentale de la mécanique quantique, réversible. La seule exception connue est un effet si faible qu'il ne concerne que quelques désintégrations sur des milliers. Et malgré cela, absolument tout ce que vous vivez va dans un seul sens. Il existe pourtant un endroit dans la théorie quantique où quelque chose semble bel et bien irréversible. Et c'est peut-être le point le plus controversé de toute la physique. Tant qu'un système quantique n'est pas mesuré, il évolue de façon parfaitement déterministe et réversible, décrit par une onde qui explore toutes les possibilités simultanément. Une particule peut être dans une superposition de plusieurs positions, de plusieurs trajectoires, de plusieurs états. Mais dès qu'une mesure a lieu, un seul résultat apparaît. Les autres possibilités disparaissent. Et ce processus, contrairement à tout le reste, ne semble pas fonctionner à l'envers. Vous ne pouvez pas prendre un résultat unique et reconstituer la superposition qui l'a précédé. L'information sur les alternatives semble s'évanouir. Certains y voient l'origine véritable de la flèche du temps. Le monde macroscopique serait irréversible parce que la mesure l'est, et chaque interaction entre un système quantique et son environnement constituerait une forme de mesure. L'idée est séduisante, et la théorie de la décohérence lui donne une base solide. Quand un système quantique interagit avec son environnement, ne serait-ce qu'en heurtant quelques photons ou molécules d'air, les relations de phase qui rendent les superpositions observables se dispersent extraordinairement vite dans cet environnement. Pour un objet de taille ordinaire, ce processus prend un temps si court qu'aucune horloge ne peut le mesurer. Techniquement, l'information n'est pas détruite.
Elle est diluée dans un océan de degrés de liberté, elle devient inaccessible en pratique, ce qui ressemble beaucoup à ce que fait l'entropie. Le problème, c'est que la décohérence explique pourquoi nous ne voyons pas de superposition à notre échelle, mais elle n'explique pas pourquoi un résultat particulier se produit plutôt qu'un autre. Elle décrit le mécanisme du flou, pas celui du choix. Et il existe des interprétations qui suppriment complètement l'irréversibilité. Dans la lecture dite des mondes multiples, il n'y a jamais d'effondrement. L'onde continue simplement d'évoluer, parfaitement réversible, et toutes les branches continuent d'exister. Vous ne percevez qu'une branche parce que vous en faites partie. Si cette lecture est correcte, l'asymétrie disparaît de la théorie et le mystère revient intégralement à son point de départ. Il n'existe aujourd'hui aucun consensus. Aucune expérience n'a tranché entre ces positions. Le débat sur ce que signifie mesurer reste ouvert plus de 90 ans après la formulation de l'équation, et il n'y a aucun signe qu'il se referme. Et pour rendre les choses encore plus troublantes, certaines expériences suggèrent que l'ordre temporel des événements quantiques est plus glissant qu'il n'y paraît. Il existe des dispositifs dans lesquels la décision de mesurer une propriété d'une particule est prise après que la particule a déjà traversé l'appareil. Selon la logique ordinaire, la particule aurait dû choisir son comportement au moment du passage, bien avant que l'expérimentateur ne décide quoi que ce soit. Pourtant, les résultats correspondent toujours au choix effectué plus tard. Il ne s'agit pas de voyage dans le temps, et il ne s'agit pas d'envoyer un message vers le passé, ce que la physique interdit clairement. Il s'agit du fait que la notion de trajectoire définie n'existait tout simplement pas avant la mesure. Mais ces expériences, reproduites depuis des décennies dans des laboratoires du monde entier, montrent que notre intuition d'une chronologie stricte au niveau quantique repose sur des bases beaucoup plus fragiles qu'on ne l'imagine. Il y a même des systèmes que l'on a réussi à faire échapper partiellement à la logique thermodynamique habituelle. Un état de la matière proposé au début des années 2010 et réalisé expérimentalement une décennie plus tard sur des processeurs quantiques présente une propriété remarquable. Il oscille de façon parfaitement régulière et indéfinie, sans consommer d'énergie, dans un état qui n'est pas l'équilibre thermique et qui ne s'en approche pas. Ce n'est pas un mouvement perpétuel au sens naïf du terme, on ne peut en extraire aucun travail, mais c'est une structure temporelle stable dans un système qui, selon toute attente, aurait dû se désordonner. Ces objets ne renversent pas la deuxième loi. Ils montrent simplement que la relation entre le temps, l'ordre et l'énergie contient encore des territoires que nous n'avons pas explorés. Alors résumons ce que nous avons entre les mains, parce que le tableau d'ensemble est plus étrange que chacune de ces pièces. Nous avons une loi, la deuxième loi de la thermodynamique, qui décrit parfaitement le comportement du monde, mais qui n'est pas une loi fondamentale. C'est une conséquence statistique du fait que l'univers a commencé dans un état d'ordre extraordinaire. Elle décrit la trajectoire sans en expliquer l'origine. Nous avons cette condition initiale, dont l'improbabilité est décrite par un nombre qu'aucune autre branche de la physique ne peut égaler, et pour laquelle nous n'avons aucune explication qui ne se contente pas de repousser le problème d'un cran. Nous avons une objection logique formulée en 1876, jamais réfutée, qui souligne qu'on ne peut pas dériver une asymétrie temporelle d'une dynamique symétrique. Nous avons une violation mesurée de la symétrie temporelle au niveau des particules, réelle, confirmée, mais trop faible pour rendre compte de ce que nous vivons, et sans fondement théorique premier. Nous avons une crise de l'information autour des trous noirs, partiellement éclaircie, mais toujours sans mécanisme complet. Et nous avons, tout en bas, des équations qui refusent obstinément de choisir une direction. Chacune de ces pièces est solide, aucune ne complète le puzzle. Assemblées, elles ne forment pas une réponse, mais un contour très précis de ce que nous ignorons. Il faut mesurer à quel point cette situation est inhabituelle en science. La plupart des grandes questions ouvertes concernent des choses lointaines, exotiques, difficiles à observer. La nature de la matière invisible qui structure les galaxies, l'origine de l'accélération de l'expansion, le comportement de la gravité à des énergies inaccessibles. Le problème de la flèche du temps n'est pas de cette catégorie. Il ne concerne pas un phénomène rare dans une région reculée du cosmos. Il concerne le fait le plus banal, le plus constant, le plus universellement vérifié de toute votre expérience. Le fait que demain vienne après aujourd'hui. Nous ne savons pas pourquoi, pas au niveau fondamental,
pas d'une manière qui ne fasse pas appel, quelque part dans la chaîne du raisonnement, à une condition initiale que personne ne sait justifier. Et cette lacune a des conséquences très concrètes sur la façon dont nous devons envisager le futur de l'univers, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu, ces dernières décennies, une découverte qui a complètement modifié la trajectoire calculée du cosmos et qui a rendu le problème de l'entropie encore plus étrange qu'il ne l'était. À la fin des années 90, deux équipes rivales mesuraient la vitesse à laquelle l'expansion de l'univers ralentissait. Personne ne doutait qu'elle ralentissait. La gravité attire, la matière freine l'expansion, la seule question était de savoir avec quelle intensité. Pour le mesurer, ils utilisaient un type très particulier d'explosion stellaire. Certaines naines blanches, ces braises denses laissées par les étoiles moyennes, peuvent aspirer de la matière à une compagne proche. Lorsqu'elles atteignent une masse critique, elles détonnent d'une façon remarquablement uniforme. Leur luminosité intrinsèque est presque toujours la même, ce qui permet de les utiliser comme des repères de distance à travers des milliards d'années-lumière. Les deux équipes ont trouvé la même chose, et cette chose était impossible. Les explosions lointaines étaient plus faibles que prévu. Plus faible signifie plus éloigné. Plus éloigné signifie que l'expansion, au lieu de ralentir, s'était accélérée depuis plusieurs milliards d'années. Quelque chose pousse l'espace à s'étendre de plus en plus vite. Nous appelons cela l'énergie sombre, ce qui est une façon élégante d'admettre que nous ne savons pas ce que c'est. Elle représente environ 7/10 du contenu énergétique total du cosmos. Sa densité semble constante, alors même que l'espace se dilate, ce qui signifie qu'il y en a de plus en plus à mesure que l'univers grandit. Les tentatives de calculer sa valeur à partir de la physique quantique du vide donnent un résultat qui dépasse l'observation par un facteur si colossal qu'on parle souvent de la pire prédiction de l'histoire de la physique théorique. Nous mesurons cette énergie avec précision. Nous ne la comprenons pas du tout. Et elle change radicalement le futur. Dans un univers en expansion accélérée, les galaxies qui ne sont pas gravitationnellement liées à nous s'éloignent de plus en plus vite. Passé une certaine distance, leur vitesse de récession devient telle que leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Elles franchissent un horizon, non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que l'espace entre elles et nous s'étire plus vite que la lumière ne peut le traverser. Cela signifie que le ciel se vide progressivement. Dans environ 100 milliards d'années, toutes les galaxies extérieures à notre groupe local auront franchi cet horizon. Notre galaxie et ses voisines, fusionnées depuis longtemps en une seule masse d'étoiles vieillissantes, seront entourées d'un noir absolu et infranchissable. Et voilà la conséquence la plus dérangeante de tout cela. Des astronomes vivant à cette époque, dotés d'instruments parfaits et d'une intelligence égale ou supérieure à la nôtre, observeraient un univers qui semble être une île unique et statique dans un vide éternel. Ils ne verraient aucune galaxie extérieure, donc aucun décalage vers le rouge, donc aucun indice d'expansion. Le rayonnement fossile serait dilué au point d'être indétectable. Les traces chimiques des premières minutes de l'univers seraient noyées sous des générations d'étoiles. Ils feraient de la science rigoureuse. Ils mesureraient soigneusement, et ils arriveraient à des conclusions entièrement fausses sur la nature de leur cosmos, non par incompétence, mais parce que les preuves auront été effacées. L'univers est en train de supprimer les archives de sa propre histoire. C'est peut-être la forme la plus vertigineuse de l'irréversibilité. Ce n'est pas seulement la matière qui se dégrade, c'est la possibilité même de savoir. Une fenêtre de connaissance s'est ouverte, elle est ouverte maintenant, et elle se refermera. Nous vivons à une époque privilégiée pour observer, et cette position n'est pas éternelle. Nous sommes assez tard pour que des étoiles aient fabriqué les éléments nécessaires à notre existence, et assez tôt pour que la lumière du commencement soit encore visible. Cette coïncidence de calendrier ne durera pas. Il y a une pensée dans tout cela qui est difficile à formuler sans exagérer, et pourtant, elle est simplement exacte. Le fait de regarder le ciel et de comprendre ce qu'on regarde est un privilège limité dans le temps. Et pendant que nous en profitons, les mesures elles-mêmes continuent de produire des surprises inconfortables. Il existe actuellement un désaccord persistant entre deux façons de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. La première consiste à observer la lumière fossile et à en déduire, à travers un modèle cosmologique, le taux d'expansion actuel. La seconde
consiste à mesurer directement les distances des galaxies proches en utilisant des étoiles variables et des explosions de référence. Les deux méthodes sont extrêmement soignées. Les deux ont été affinées pendant des années. Les deux ont vu leur barre d'erreur se réduire. Et elles ne donnent pas le même résultat. L'écart est de l'ordre de quelques pourcents, ce qui semble minuscule, sauf que la précision revendiquée par chaque camp est bien meilleure que cet écart. Autrement dit, les deux mesures ne peuvent pas être simultanément correctes dans le cadre du modèle standard. Depuis une décennie, les astronomes cherchent une erreur systématique cachée. De nouvelles observations, réalisées avec des instruments infrarouges d'une sensibilité inédite, ont confirmé les mesures locales au lieu de les corriger. Il est possible que ce soit un problème de calibration extrêmement subtil. Il est également possible que ce soit le premier signe que notre description du cosmos est incomplète, peut-être précisément dans la façon dont l'énergie sombre a évolué au fil du temps. Nous ne savons pas encore. Mais l'histoire de la physique suggère que les désaccords qui refusent de disparaître finissent rarement par être des détails. Revenons maintenant à l'entropie, parce que l'expansion accélérée soulève une question fascinante à ce sujet. Dans un univers dominé par l'énergie sombre, il existe un horizon cosmologique, une frontière au-delà de laquelle rien ne peut plus nous influencer. Et cette frontière, exactement comme l'horizon d'un trou noir, possède une entropie proportionnelle à sa surface. Elle possède même une température extraordinairement basse, associée à un rayonnement de fond que l'expansion elle-même génère, ce qui produit une image saisissante du futur lointain. Un espace vide, en dilatation éternelle, entouré d'un horizon qui rayonne à une température quasiment nulle, contenant une entropie gigantesque et une activité pratiquement nulle. Le silence, avec une comptabilité thermodynamique parfaitement définie. Et dans ce silence, les fluctuations dont nous parlions plus tôt continuent d'exister, en principe, pour toujours. À ce stade, on pourrait croire que toute cette histoire aboutit à une forme de désespoir. Ce serait passer à côté de quelque chose d'essentiel. Parce que la même loi qui garantit la dispersion est aussi celle qui rend possible tout ce qui compte. Une étoile brille précisément parce qu'elle occupe une position intermédiaire entre l'ordre et le désordre. Elle a un intérieur chaud et un extérieur froid, et c'est cette différence qui alimente le flux. Une planète est habitable parce qu'elle reçoit une lumière concentrée à haute énergie et qu'elle en réémet une chaleur diffuse à basse énergie. Toute la biosphère fonctionne sur ce gradient. Chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque geste que vous faites est financé par la différence de température entre une étoile et le vide qui l'entoure. L'ordre local ne viole pas la loi, il la paye. Chaque structure complexe est un endroit où de l'ordre est maintenu localement au prix d'un désordre plus grand rejeté ailleurs. Autrement dit, la flèche du temps n'est pas seulement ce qui vous détruit. C'est ce qui vous permet d'exister. Sans la descente vers le désordre, il n'y aurait aucun flux, aucun processus, aucun changement, et donc rien qui puisse porter le nom de vie ou de pensée. Vous êtes une structure temporaire, construite sur le passage d'un courant, comme un tourbillon dans une rivière, parfaitement reconnaissable, parfaitement stable en apparence, et fait d'eau qui ne cesse d'être remplacée. Ce qui amène une question que les physiciens posent rarement à voix haute, mais qui plane sur tout ce domaine. Le temps est-il quelque chose que l'univers possède, ou quelque chose que l'univers fabrique? La question paraît absurde jusqu'au moment où l'on essaye de combiner nos deux grandes théories. D'un côté, la relativité générale décrit la gravité comme une déformation de la géométrie. Le temps y est une coordonnée souple, élastique, qui s'écoule différemment selon l'endroit où l'on se trouve. De l'autre, la mécanique quantique traite le temps comme un arrière-plan fixe, un paramètre extérieur par rapport auquel les états évoluent. Ces deux visions ne s'emboîtent pas. Et quand des théoriciens ont tenté d'écrire une équation qui décrirait l'état quantique de l'univers entier, ils ont obtenu un résultat déconcertant. Dans cette équation, le temps disparaît. Il n'apparaît tout simplement pas. L'univers entier y est décrit par un état statique, sans évolution. Ce résultat est connu sous le nom de « problème du temps » et il occupe les spécialistes de gravité quantique depuis un demi-siècle. Une réponse possible est que le temps n'est pas fondamental. Il serait émergent, comme la température. La température n'existe pas au niveau d'un atome isolé.
Cela n'a aucun sens de demander quelle est la température d'une seule molécule. Elle apparaît uniquement quand on considère un grand nombre de particules ensemble. Peut-être que le temps fonctionne pareil. Peut-être qu'au niveau le plus profond, il n'y a pas d'écoulement, seulement des relations entre des états, et que ce que nous appelons la durée émerge de la façon dont ces relations s'organisent. Certaines propositions vont plus loin encore et suggèrent que le temps naît de l'intrication quantique elle-même. Dans ce cadre, un observateur intriqué avec un système perçoit une évolution, alors que vu de l'extérieur, l'ensemble reste immobile. Des expériences de laboratoire ont réalisé des versions miniatures de cette idée avec des paires de photons, montrant qu'un temps interne peut apparaître dans un système globalement statique. Ce sont des pistes, pas des conclusions. Mais elles suggèrent une possibilité troublante, que le temps ne soit pas le décor du théâtre, mais une propriété de ce qui s'y joue. Et il y a une chose que nous savons avec certitude, mesurée des milliers de fois, qui devrait déjà suffire à ébranler l'idée d'un temps universel. Le temps ne s'écoule pas au même rythme partout. Plus vous êtes proche d'une masse importante, plus votre temps ralentit par rapport à quelqu'un situé plus loin. Ce n'est pas une illusion de perception. C'est une propriété de la géométrie. Vos pieds vieillissent très légèrement, plus lentement que votre tête, parce qu'ils sont plus près du centre de la planète. Cet effet est ridiculement petit à notre échelle, et pourtant nous savons désormais le mesurer. Des horloges atomiques d'un genre nouveau, basées sur des atomes refroidis presque au zéro absolu et interrogés par des lasers d'une stabilité extrême, atteignent une précision telle qu'elles perdraient moins d'une seconde sur une durée comparable à l'âge de l'univers. Des équipes ont utilisé ces instruments pour détecter la différence d'écoulement du temps entre le haut et le bas d'un nuage d'atomes de moins d'1 millimètre de hauteur. 1 millimètre. Et le temps n'y passe déjà plus exactement au même rythme. Cet effet n'est pas une curiosité académique. Il est indispensable au fonctionnement de la navigation par satellite. Les horloges embarquées à bord de ces satellites, situées plus loin de la masse terrestre et se déplaçant rapidement, avancent d'environ 38 microsecondes par jour par rapport aux horloges au sol. Cela paraît négligeable. Sans correction, l'erreur de position s'accumulerait de plusieurs kilomètres par jour et le système deviendrait inutilisable en quelques heures. Chaque fois qu'un téléphone affiche une position sur une carte, il applique silencieusement une correction relativiste. Et près d'objets extrêmes, l'effet devient monstrueux. À proximité de l'horizon d'un trou noir, un observateur extérieur verrait le temps d'un objet en chute ralentir de plus en plus, sans jamais le voir franchir la limite. L'image se figerait, rougirait, s'assombrirait, jusqu'à disparaître. Du point de vue de l'objet lui-même, en revanche, il n'y aurait aucune hésitation, aucun ralentissement, aucun instant particulier lors du franchissement. Deux observateurs, deux histoires du même événement. Aucune des deux n'est fausse, ce qui conduit à une conséquence dont la portée est rarement mesurée. En relativité, il n'existe pas de présent universel. Deux événements qui vous semblent simultanés ne le sont pas pour quelqu'un qui se déplace par rapport à vous. Le découpage du temps, en un maintenant unique et partagé, n'a aucune existence objective. C'est un point de vue. Certains en tirent une vision où passé, présent et futur existent tous également, comme les pages d'un livre déjà relié, et où notre expérience d'écoulement serait une propriété de la façon dont nous parcourons ce livre, plutôt qu'une propriété du livre lui-même. D'autres refusent catégoriquement cette lecture et cherchent une physique dans laquelle le devenir est réel et fondamental. Ce débat n'est pas tranché. Il oppose des chercheurs sérieux, avec des arguments techniques précis, et il reste totalement ouvert. Alors où cela nous laisse-t-il ? Reprenons les acteurs de cette histoire, un par un, et regardons ce qu'ils avaient en commun. Un ingénieur des machines à vapeur qui voulait comprendre pourquoi les moteurs gaspillaient de la chaleur. Un physicien viennois qui voulait donner une base atomique à la thermodynamique. Son ami qui voulait consolider sa théorie et qui a découvert une faille logique. Un physicien victorien qui étudiait la dissipation de l'énergie. Un mathématicien qui travaillait sur la géométrie des effondrements gravitationnels. Deux expérimentateurs qui voulaient confirmer une symétrie de routine. Un astronome qui essayait de réconcilier relativité et thermodynamique. Un théoricien qui calculait le comportement des champs quantiques près d'un horizon. Un physicien qui cherchait une équation pour les ondes de matière. Aucun d'entre eux ne s'était levé le matin
en se disant qu'il allait expliquer pourquoi le temps avance. Ils sont tous tombés sur le même mur, en venant de 9 directions différentes, sur une période de plus d'1 siècle, en travaillant sur des sujets sans rapport apparent les uns avec les autres. C'est ce qui donne à ce problème son caractère si particulier. Ce n'est pas une question posée par la philosophie et imposée à la physique de l'extérieur. C'est une question que la physique génère elle-même, encore et encore, à chaque fois qu'elle creuse suffisamment profond, quel que soit l'endroit où elle creuse. Et chaque explication proposée résout une partie du problème en laissant l'autre partie intacte. L'entropie explique magnifiquement le comportement, mais elle repose sur une condition initiale qu'elle ne peut pas justifier. Elle vous dit que la rivière coule vers le bas. Elle ne vous dit pas pourquoi il y avait de l'eau en haut de la montagne. La violation de symétrie observée dans les particules fournit une asymétrie authentique, inscrite dans les règles, mais elle est trop faible et trop spécialisée pour rendre compte de l'expérience quotidienne. C'est une inclinaison réelle, mais minuscule, dans un sol qui devrait être parfaitement horizontal. La mesure quantique offre un mécanisme d'irréversibilité, mais il n'existe aucune théorie de la mesure acceptée par tous, et certaines interprétations sérieuses la font disparaître complètement. La gravité quantique promet peut-être une réponse, mais elle commence par faire disparaître le temps de ses propres équations, ce qui n'est pas exactement rassurant. Aucune de ces pistes ne referme le dossier. Ensemble, elles dessinent la forme précise d'une absence. Un cosmologiste américain a résumé la situation d'une manière qui est restée. Dans un livre publié en 2010, entièrement consacré à cette question, il affirme que la flèche du temps constitue l'un des rares problèmes fondamentaux authentiquement ouverts de la physique. Pas un détail technique en cours de nettoyage, pas une question réglée qu'il resterait à formaliser proprement. Un problème vivant. Et cela devrait vous frapper, parce que nous avons l'habitude de penser que les grandes questions restantes concernent des choses très éloignées de nous. Nous acceptons volontiers de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. Nous acceptons de ne pas savoir de quoi est faite la matière invisible qui maintient les galaxies en un seul morceau. Ces ignorances-là sont confortables, parce qu'elles concernent des choses lointaines et exotiques. Mais ne pas savoir pourquoi le temps avance, c'est ne pas savoir quelque chose sur l'expérience la plus immédiate qui soit, pas sur les confins de l'univers, sur cette seconde-ci. Alors laissez cette idée s'installer un instant, avec ce qu'elle a de concret. En ce moment même, dans votre corps, des millions de réactions chimiques se produisent dans une seule direction. Des protéines se replient, des cellules se divisent, des molécules de sucre sont démontées pour libérer l'énergie qui a été capturée par une plante à partir de la lumière d'une étoile. Cette étoile a fabriqué cette lumière en fusionnant des noyaux d'hydrogène formés dans les premières minutes de l'univers, avant qu'il n'existe une seule galaxie. Vous êtes le point d'arrivée d'une chaîne d'événements irréversibles longue de 13 milliards d'années. Et chaque respiration que vous prenez y ajoute un maillon. Chaque pensée que vous formez dissipe un peu de chaleur dans l'air autour de vous, augmente très légèrement le désordre de l'univers, et laisse une trace qui ne sera jamais effacée dans le sens strict, seulement dispersée, au point de devenir illisible. L'univers ne se souvient pas de vous. Il porte les traces de votre passage, ce qui n'est pas exactement la même chose, et ce qui est peut-être plus étrange. Il y a une image que j'ai du mal à quitter depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Quelque part au-dessus de nos têtes, à des milliards de kilomètres, une sonde métallique de la taille d'une petite voiture dérive dans le noir. Elle n'a plus de mission scientifique importante. Ses instruments s'éteignent l'un après l'autre. Sa source d'énergie décline. Elle a quitté la bulle de particules produite par notre étoile et se trouve désormais dans le milieu interstellaire véritable, un espace si vide qu'il contient quelques atomes par centimètre cube. Elle ne reviendra jamais. Elle ne s'arrêtera jamais non plus. Dans 40 000 ans, elle passera relativement près d'une petite étoile discrète dans une constellation du Nord. Personne ne sera là pour le voir. Elle continuera ensuite, indéfiniment, en orbite autour du centre de la galaxie, faisant un tour complet tous les 230 millions d'années environ, longtemps après que notre étoile aura gonflé, brûlé ses dernières réserves, et se sera contractée en braise. Elle emporte un disque avec des salutations, des chants, des sons de vagues, des rires d'enfants, des battements de cœur, enregistrés en 1977. Ce sont des ondes sonores capturées et figées dans du métal,
envoyée vers le futur par des gens dont la plupart ne sont plus là. Voilà ce que fait la flèche du temps. Elle transforme des instants en objets. Elle prend quelque chose de fluide et d'éphémère et le grave dans la structure du monde, de façon imparfaite, partielle, mais réelle. Et le paradoxe qui nous occupe depuis le début, c'est que rien dans les lois fondamentales n'exigeait que cela se passe ainsi. Reprenons une dernière fois le raisonnement complet, parce que sa simplicité est ce qui le rend implacable. Les équations fondamentales sont réversibles. Cela signifie que pour toute histoire autorisée par la physique, l'histoire inverse est également autorisée. Un nuage de gaz qui s'effondre en étoile est autorisé, une étoile qui se déploie en nuage l'est aussi. Un vaisseau qui explose est autorisé, un vaisseau qui se reconstitue à partir de ses débris l'est également, à condition que chaque fragment reçoive exactement la bonne impulsion. Nous n'observons jamais la seconde catégorie. Jamais. L'explication statistique dit que les états de basse entropie sont si rares que les histoires inverses ne se produisent essentiellement jamais. C'est vrai, et c'est puissant, mais cela ne fonctionne que si l'univers a démarré dans un état extraordinairement rare. Sinon, le même raisonnement statistique s'appliquerait aussi bien vers le passé, et vous devriez conclure que l'entropie augmente également quand vous remontez le temps, ce qui rendrait tous vos souvenirs faux. Donc tout repose sur l'état initial. Et l'état initial est précisément ce que nous ne savons pas expliquer. C'est un raisonnement circulaire que la physique n'a jamais réussi à briser. La flèche du temps est expliquée par une condition initiale, et la condition initiale n'est expliquée par rien. Certains chercheurs pensent que la réponse viendra d'une théorie complète de la gravité quantique, qui déterminerait les conditions initiales possibles au lieu de les accepter comme données. D'autres pensent que la question elle-même est mal posée, qu'il n'y a rien à expliquer, que l'univers est simplement comme il est. D'autres encore explorent des modèles dans lesquels la flèche du temps pointerait dans des directions opposées, de part et d'autre d'un point central, chaque moitié percevant son propre futur. Ce sont des propositions honnêtes. Aucune n'a été confirmée. Ce qui laisse la situation suivante, et il faut la formuler sans détour. Nous disposons de la description la plus précise de la nature que notre espèce ait jamais produite. Nous prédisons le comportement des particules avec une exactitude qui dépasse l'imagination. Nous calculons les trajectoires de sondes pendant des décennies, et nous les faisons arriver au rendez-vous à quelques secondes près, après des milliards de kilomètres. Nous détectons des déformations de l'espace 1000 fois plus petites qu'un proton. Nous photographions l'ombre d'objets invisibles à des millions d'années-lumière. Et nous ne savons pas dire pourquoi vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a quelque chose d'humble et de vertigineux dans cette combinaison. Notre savoir est immense, et notre ignorance est située exactement au centre, pas à la périphérie. Le mot anomalie est souvent employé pour désigner des phénomènes bizarres aux marges de la science, des signaux étranges, des mesures qui refusent de coller. Ce n'est pas le cas ici. Cette anomalie-là ne se trouve pas au bord de la carte. Elle est assise au milieu, dans le territoire le mieux exploré, sous les théories les mieux vérifiées, et elle attend. Elle attend depuis 1876, quand un homme méticuleux a fait remarquer poliment à son ami qu'on ne pouvait pas tirer une direction du temps d'équation qui n'en contienne aucune. Elle attend depuis que quelqu'un a calculé à quel point le commencement était improbable. Elle attend depuis que 2 expérimentateurs ont trouvé 45 désintégrations qui partaient du mauvais côté. Elle attend pendant que vous lisez ces mots, dans une direction et une seule, incapable de faire autrement. Et peut-être que la chose la plus honnête à dire, au terme de tout cela, c'est que l'univers n'a jamais été confus au sujet du temps. Ce sont ses équations qui sont indifférentes, pas lui. Les mathématiques fonctionnent dans les deux sens, avec le même confort, parfaitement à l'aise avec un cosmos qui se défraie au lieu de se construire. Nous sommes ceux qui ne peuvent pas voir autrement. Nous vivons à l'intérieur d'une direction que les lois les plus profondes que nous ayons découvertes n'ont jamais réclamée. Nous construisons des souvenirs dans un sens, nous vieillissons dans un sens, nous perdons les gens dans un sens et jamais dans l'autre. Et lorsque nous demandons pourquoi, la physique nous renvoie vers un état initial dont l'improbabilité dépasse tout ce que nous savons compter. Il y a une dernière chose à dire, et elle n'est pas triste. Cette flèche que nous ne savons pas expliquer est la condition de tout ce qui a de la valeur. Sans elle, il n'y aurait ni musique, puisque la musique n'existe que dans la succession. Ni récit, puisqu'un récit demande un avant et un après. Ni découverte,
puisque découvrir suppose de ne pas savoir d'abord, ni le simple fait de terminer une phrase. Les étoiles ne brilleraient pas, parce que briller consiste à transformer, et transformer consiste à aller quelque part. Rien n'irait nulle part. Ce que nous appelons l'usure, la perte, le vieillissement, est exactement le même phénomène que ce que nous appelons croissance, apprentissage, construction. C'est une seule et même loi, vue depuis deux angles différents. Vous ne subissez pas l'entropie d'un côté et vous n'y échappez pas de l'autre. Vous êtes ce que l'entropie fait quand elle traverse un système suffisamment complexe pour se poser des questions sur elle-même. Et c'est peut-être l'aspect le plus remarquable de toute cette histoire. Dans un cosmos qui se dirige vers l'uniformité, il est apparu, au moins une fois, une configuration de matière capable de remarquer cette direction, de la mesurer, de la calculer sur des échelles de 10 puissance 100 années, de s'inquiéter de son origine et de refuser de se contenter d'une réponse partielle. L'univers a produit quelque chose qui peut observer sa propre trajectoire. Cela ne résout rien, cela ne referme aucune équation, mais c'est un fait, et c'est un fait extraordinaire. Vous arrivez maintenant à la fin de ce récit, en avançant dans une seule direction, sans avoir jamais eu le choix, et rien dans les lois les plus profondes que nous ayons jamais découvertes n'exigeait qu'il en soit ainsi. La question reste ouverte. Elle est peut-être la plus ancienne et la plus intime de toutes les questions de la physique, et elle tient en quelques mots. Pourquoi l'existence insiste-t-elle sur une flèche que ses propres règles fondamentales n'ont jamais réclamée? Personne ne le sait. Et pendant que nous cherchons, l'étoile du bras de Persée continue de disperser ses cendres dans l'espace, à des milliers d'années-lumière, en fabriquant les atomes dont seront faits des mondes qui n'existent pas encore, et dont certains contiendront peut-être, un jour très lointain, quelqu'un qui lèvera les yeux et se posera exactement la même question.